Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs romans mais aussi de plusieurs ouvrages graphiques. Je vais vous parler de BD, de manga et de webtoon. Voilà, on en est là au niveau ouvrage graphique et sinon je vais vous parler en gros de mes dernières lectures, majoritairement en mai jusqu'à là, la semaine dernière. Voilà, mai-juin. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de La Guilde des Ombres d'Anatrice, donc le Don de Mort, le tome 1, partie 1 chez Plume Blanche. Et on va suivre dans cette histoire, comment elle s'appelle ? Panama. Pouf, Panama qui va être recueillie par une guilde d'assassins. Ça c'était plutôt cool. On suit toute sa progression, en fait on la suit de ses 11-12 ans je crois à ses 16-17 ans dans ce tome là. Donc vraiment pas sur une longue période, mais je pense que toute la saga s'étend sur sa vie, finalement. Panama a perdu ses parents, vous comprenez rapidement comment ça s'est passé, enfin rapidement, au cours du premier tome, comment ça s'est passé, comment la guilde des assassins l'a recueilli, et quelle est sa formation, à quel point c'est cruel, à quel point c'est compliqué, à quel point c'est dur. Ça c'est la partie vraiment que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup Panama, j'aime bien sa personnalité, enfin... J'aime pas tout mais j'aime la plupart de sa personnalité, j'aime quasiment tout chez elle. J'aime beaucoup les guildes des assassins, j'aime bien le fait qu'il y ait des professeurs, qu'il y ait des cours différents, qu'il y ait des choses à prouver et que tout le monde ait un don différent. Vraiment le système de magie dans cet univers est plutôt chouette, tout le monde a un don différent et Panama il est assez clair. Son don, voilà. Et tout le monde a des dons différents, donc en fait ils sont plus ou moins forts, etc. Plus ou moins utiles aussi dans la guilde. Bref, on comprend aussi qu'il y a des complots, qu'il y a pas mal de choses au-dessus qui vont se mettre en place par la suite. Mais moi vraiment, je pense que je dirais pas la suite. Alors que tout m'allait bien, la guilde des assassins c'est chouette, enfin la guilde des ombres, l'univers est chouette, le système de magie est chouette, mais franchement, me faire tomber une gamine de 11-12 ans amoureuse de un gars de 400 ans, je sais plus quel âge il a, je sais même plus, non. Franchement, la sexualisation des enfants et des adolescents dans ce livre... J'ai pas supporté, j'ai levé les yeux au ciel trop de fois pour continuer, surtout avec la fin qui suppose que le tome 2 va être uniquement, enfin pas uniquement mais surtout avec la fin qui nous fait penser que le tome 2 va être pas mal autour de cette relation là et je peux pas, franchement je peux pas. Et en fait j'aurais dû m'y attendre parce que vraiment le prologue c'est déjà quelque chose hein. Le prologue on est avec un pédophile. Ah, génial. Et la suite vraiment moi j'ai adoré le fait d'apprendre à devenir assassin, le fait d'apprendre à tuer de différentes manières, apprendre à filer une personne, enfin tout ce système là est cool, vraiment c'est chouette. Mais le passage Dark Fantasy là, non pas, enfin avec des enfants, des ados et tout, ah non franchement. Donc je m'arrête là pour la saga, je ne lirai pas la suite, vraiment c'est un gros frein pour moi. C'est pas que j'ai été choquée ou quoi, c'est juste que je déteste cette relation en fait, je déteste ça, je déteste la façon de faire et à la fin, mais mon dieu à quel point j'ai voulu lui crier dessus à l'autre là, il a réussi à sortir la phrase qui m'a énervée le plus de tout le roman, vraiment. Voilà, donc j'aime bien Panama mais je vois bien qu'elle prend pas la direction que je veux. Du coup j'ai lu les résumés des tomes d'après pour voir si j'avais raison et j'avais raison. Voilà, il y a pas mal de fesses là-dedans, plus ou moins sympathiques d'ailleurs, mais il y a pas mal de références en tout cas aux fesses, au sexe tout simplement. Voilà, il faut pouvoir lire ça. Avec moi ça l'a pas fait, j'ai pas du tout envie de lire la suite, j'aurais peut-être même pas dû lire jusqu'à la fin parce que ça m'a énervée. Donc voilà, ça l'a pas fait avec moi, il y a des personnes avec qui c'est un coup de cœur. Si jamais ça vous attire, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas rebuté par la dark romance que je viens de vous expliquer un petit peu, bah allez-y, ça peut le faire. Si ça vous dégoûte comme moi, ça sert à rien, globalement. Et encore une fois, je porte aucun jugement sur les gens qui ont aimé ce livre. C'est pas parce qu'avec moi ça l'a pas fait que ça doit ne pas le faire avec tout le monde. Heureusement, chaque livre trouve son public. C'est juste que moi, c'est un truc rédhibitoire. Vraiment, j'ai pas aimé, donc c'est tout. C'est tout. Mais ne vous sentez pas offensé si vous avez surkiffé ce livre. Vraiment, je suis pas là pour rabaisser qui que ce soit. Si vous avez aimé, bah franchement, tant mieux. Moi aussi, j'aurais bien aimé l'apprécier en fait.
Ensuite, heureusement, j'ai pris une super lecture derrière, j'ai lu Miroir Miroir de Serena Valentino chez Hachette Heroes dans sa version collector trop chouette. Et dans cette histoire, nous suivons l'histoire de la méchante reine, évidemment, et de Blanche-Neige. Et en fait, on suit... Alors, on n'a pas de prénom parce qu'elle n'a pas de nom, à chaque fois on dit la reine, qui se marie avec son roi et qui devient la belle-mère de Blanche-Neige. Et on va apprendre petit à petit pourquoi elle est aussi obnubilée par sa beauté. Pourquoi est-ce qu'elle est aussi obnubilée par ce miroir? J'ai trouvé ça super bien fait. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré découvrir cette histoire. En fait, j'ai même préféré ce livre à l'histoire de Blanche-Neige parce que du coup, ça se superpose. On a vraiment avant comment le roi la rencontre, etc. Plus comment ça se passe derrière, plus comment le roi décède parce qu'on sait que Blanche-Neige a perdu son père. Plus, en fait, on découvre tout ce qu'on nous disait vite fait dans Blanche-Neige et j'ai tellement préféré ça à Blanche-Neige, c'est fou. Franchement, j'ai préféré ça à Blanche-Neige. La fin pour moi était très bien aussi. Bref, franchement, je vous le conseille parce qu'il y a des beaux messages. En fait, c'est bizarre, mais on arrive à vous faire passer de la bienveillance et des beaux messages d'amour dans ce roman et je trouve ça fort en fait. Je trouve ça vraiment fort de faire ça comme ça. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler le truc, mais c'était bien fait. C'était vraiment bien fait et j'ai hâte de découvrir la suite de ces sagas vilains là. Je crois que le deuxième c'est l'histoire de la bête. J'ai hâte et en plus le troisième ça doit être Ursula, ça doit être Pauvre âme en perdition. Trop bien, j'adore Ursula, j'adore la bête. J'aimais pas forcément la méchante reine, franchement elle m'indiffère, mais là j'ai appris à l'aimer donc je me dis les autres vont être sublimés c'est sûr. Petite pause graphique, j'ai décidé d'entrecouper les chroniques, mon avis en gros sur les romans avec mon avis sur des graphiques, je trouve que c'est plus marrant. Donc on est avec le webtoon Seule la mort attend la vilaine de Suol par une idée originale de Gwen Goel aux éditions Kotun, donc le tome 1 et tome 2. Et à quel point c'était bien. On a cette jeune fille qui va jouer, je suis désolée mais ils sont lourds en fait, je vous montre un peu à l'intérieur si vous voulez. On est sur ce style de graphisme, donc c'est cette jeune fille là qui va se retrouver à jouer toute la nuit à un jeu vidéo. Voilà, et elle va vraiment jouer toute la nuit en mode normal, elle va le finir. Sauf que pour avoir la vraie fin, il faut terminer le jeu en mode difficile. Donc elle est en mode ok go, tu vois. Sauf qu'elle s'endort durant cette nuit-là et elle se réveille dans le mode difficile à la place de la vilaine, celle qui n'arrêtait pas de mourir. En fait, elle n'a jamais réussi à atteindre la fin du niveau difficile parce qu'à chaque fois, le personnage qu'elle incarne, donc la vilaine, meurt à chaque fois. Et du coup, elle se retrouve dans la peau de la vilaine et elle se dit mais je vais mourir. C'est sûr, je vais mourir dans ce jeu parce que j'ai pas arrêté de mourir toute la nuit. Donc en fait, son but, ça va être d'éviter de mourir. Et ça donne des moments franchement drôles. Il y a des moments où elle voit un personnage arriver, elle fait « Bon allez !» allons vers la mort. Tu vois, et c'est assez drôle parce qu'elle va tout faire pour essayer de reprendre le contrôle parce que c'est un petit peu comme Amour sucré. Je sais pas si vous avez connu ce jeu, mais globalement tu dois monter l'affinité avec différents hommes, avec différents protagonistes dans le jeu et tu as des réponses préconçues et en fait toutes les réponses à chaque fois la font perdre et elle va très rapidement réussir à gagner le droit de s'exprimer par elle-même et c'est un peu comme ça qu'elle va réussir la donne. Dans ces deux premiers tomes on découvre globalement les 5 protagonistes qui vont faire toute l'histoire avec elle. C'est plutôt cool, il y a ses 2 frères. En gros, l'histoire c'est qu'elle a été adoptée parce que la sœur a disparu et en gros le père l'a adoptée, l'a recueillie, mais du coup elle peut très bien tomber amoureuse de ses 2 frères vu qu'ils ne sont pas du même sang. Il y a un esclave, il y a un prince héritier et il y a un magicien. Voilà, c'est trop bien. Du coup on découvre l'univers avec ces 5 protagonistes et franchement j'ai trop hâte d'avoir la suite. J'ai lu un tout petit peu de la suite et franchement je veux encore plus la suite maintenant. J'attends, je crois que le tome 3 ça doit être septembre donc... Voilà. Je les ai passés à ma soeur qui vient juste de me les rendre pile pour le point lecture nickel et elle m'a dit qu'elle a adoré, qu'elle avait même envie de continuer en japonais et tout mais en fait, je sais pas si c'était japonais ou si c'est coréen, si elle a lu la trad japonaise c'est possible, ma soeur lit beaucoup en japonais quand c'est des webtoons et des mangas et tout et en fait il n'y a pas plus de tomes publiés au Japon qu'en France donc c'était pas possible. Ensuite on revient à un roman, j'ai découvert 1000 battements de cœur de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R, c'était un service presse tout comme Miroir Miroir était un service presse. Il faut que je vous le dise maintenant. Il va falloir que j'y pense. Hein. Je sais pas si je penserais à coller le petit macaron en mode hey. Je sais pas si maintenant, quand je vous parle d'un service presse, il faut que je mette inclus une collaboration commerciale ou pas. Parce qu'ils disent que maintenant, même quand tu reçois le produit, c'est une collaboration commerciale. Donc peut-être.
Peut-être que je vais devoir vous le mettre dans quasiment tous mes points lecture. On verra bien, je vais poser la question aux potes. Si vous le voyez, j'ai pas été payée, mais j'ai reçu des gaspés. En fait c'est ça. Donc 1000 battements de cœur de Kiera Cass qui est sa sortie de janvier. Kiera Cass c'est l'autrice de La Sélection, de La Sirène, de La Fiancée aussi. Enfin bref, de plusieurs sagas. J'avais adoré La Sélection à l'époque. Je pense que si je la relisais actuellement je n'aimerais pas du tout. 1000 battements de cœur c'est l'histoire de deux personnages un peu à la Roméo et Juliette. Ils sont globalement dans une romance Enemies to Lovers. C'est assumé, c'est une romance. C'est avant tout une romance, pas un livre de fantasy ou quoi que ce soit. C'est avant tout une romance. On a cette jeune fille qui est la princesse Annika, qui est la princesse du royaume de Cadier et qui va se retrouver à rencontrer finalement son ennemi juré. Elle savait même pas qu'il existait, hein. C'est lui qui veut reprendre le royaume pour sa famille, pour le clan, il s'appelle Lennox et il est dans un clan un petit peu vraiment reculé et ils essayent de récupérer le royaume, de faire une espèce de putsch comme ils peuvent et forcément Annika et Lennox vont se rencontrer. Et voilà. Il y a pas mal de complots, son père est particulier, elle a un frère très aimant, elle a une servante très cool, il y a pas mal de complots, en fait il y a pas mal d'amours différents, mais aussi de difficultés notamment au niveau de son père depuis la mort de sa mère. Il y a Lennox qui lui vit vraiment dans une sorte de pauvreté dans ce clan là qui s'est établi loin, qui a très peu de ressources, qui essaye de recueillir des gens, qui est très hargneux, très haineux. Voilà, ils vivent pas du tout dans les mêmes conditions. T'as la princesse avec les froufrous et le marbre et les dorures, et Lennox qui est dans un vieux château abandonné. Ça se voit d'ailleurs, hein, vraiment deux salles, deux ambiances pour le coup. J'ai bien aimé les personnages principaux. Annika était plutôt chouette, elle a pas froid aux yeux, elle est indépendante, elle est forte, elle apprend à se battre malgré la vie de son père et tout. Enfin franchement, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Lennox par contre, franchement, on le dépeint comme cruel et badass et machin. Où est sa cruauté? Franchement, où est sa cruauté? Merde! Je veux pas forcément de la dark romance au début, mais quand tu as du enemies to lovers, tu es censé quand même avoir une part d'enemies. Et là, la part d'enemies, mais elle est tellement fine. La voix, il est un peu ennemi, et ensuite, vraiment, en 5 minutes, globalement, il l'aide. Et t'es là, tu fais, vous êtes ennemi. Blesse-la un peu quoi, merde. Enfin, battez-vous, je sais pas, faites un truc. Le Enemies to Lovers, je trouve qu'en ce moment, il est beaucoup plus Lovers que Enemies, dans plusieurs romans, hein, pas que dans celui-ci, et je trouve ça trop dommage parce que moi c'est vraiment la partie où ils se cherchent, où ils se lancent des pics, où il y a des quiproquos, ou machin, même sans se faire du mal, sans tomber dans de la dark romance, mais vraiment ce côté un peu charmeur, finalement, où ils essayent de charmer l'un l'autre, que j'aime bien. Là franchement ça va trop vite dans le Lovers et c'était chiant du coup. La fin est convenue, je déteste les fins en mode méga happy ending de Disney, ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, ça me saoule, sincèrement je peux pas, ça m'énerve. Donc en gros c'était bien, j'ai même gardé des petites citations et tout, franchement c'était bien. Mais passé les 3/4, je me suis un peu ennuyée, je vais pas vous le cacher, passé même la moitié, bon. Voilà, donc un peu mitigé, en gros c'était une bonne lecture, découvrez-la si vous voulez une romance, mais pas pour de l'Enemies to Lovers quoi, pour du Lovers globalement, avec des ennemis à la base. Ensuite on repasse à du graphique. J'ai lu lors d'un dimanche graphique. Vous savez, un dimanche sur deux j'organise un dimanche graphique sur Twitch, c'est-à-dire qu'on lit des graphiques avec des copines en vidéo et on vous parle petit à petit des graphiques qu'on a lus. Du coup moi j'ai décidé de lire La gardienne des papillons de Kay O'Neill aux éditions Bliss. C'était une participation Ulule que j'ai reçue du coup là il n'y a pas longtemps et j'avais très envie de le découvrir. Il est très joli. Il est très joli. Au niveau des graphismes, ça m'a beaucoup plu. Vous avez, on a ce personnage à la fois humain et qui tient aussi de l'animal. On a tous ces personnages en fait qui tiennent des animaux et de l'humain à la fois. C'est très très chouette. On est dans ce peuple qui, on vous dit, était à la base un peuple qui vivait la journée et puis finalement ils ont vu l'esprit de la nuit pleurer, ils ont décidé de vivre la nuit et l'esprit leur a prodigué des papillons magiques dont il faut s'occuper. En gros ils font fleurir un arbre magique qui peut les guérir, etc. Enfin faire plein de choses. Et on suit Anya qui va devenir la gardienne des papillons, qui va être nommée dès le départ gardienne des papillons, dès le début de l'histoire je veux dire. Et en fait son but c'est de passer les nuits toute seule, de porter le fardeau, de s'occuper des papillons la nuit, pendant que les autres font la fête.
elle s'occupe des papillons toute seule dans la lande avec les autres là. Enfin, je trouve ça horrible. Vraiment, c'est une vie de solitude où tout le monde s'amuse, tout le monde échange, etc. Et t'en as une qui doit garder les papillons. Donc l'histoire est globalement sur ça et un petit peu sur ce que ça veut dire, sur les valeurs de l'amitié, etc. J'ai trouvé qu'on n'allait pas assez profondément dans l'histoire, que c'était resté assez un peu trop superficiel à mon goût. J'aurais aimé un approfondissement dans l'histoire qui aurait pu amener de la poésie, je sais pas, des belles choses en fait, quelque chose de plus beau. C'était très beau sur le plan des graphiques, mais je trouve que sur les scénarios c'était un petit peu léger, un petit peu faible. Je pense qu'on aurait pu aller bien plus profondément dans les choses, dans les espèces de valeurs qu'on effleure seulement du doigt. Je trouve qu'on aurait pu aller plus loin. Je n'ai pas lu les autres ouvrages de Kay O'Neill. Si vous les avez aimés, j'imagine que vous l'aimerez aussi. C'était beau, mais vu tous les avis dithyrambiques sur cet auteur, je pensais tomber sur quelque chose de vraiment beau, poétique, magique, incroyable. J'ai pas eu ce sentiment-là, donc j'en suis ressortie un tout petit peu déçue, mais même si ça reste une très bonne lecture et que je le relirai avec plaisir, je m'attendais à un peu plus d'approfondissement, c'est dommage. Ensuite, dernier graphique de cette vidéo avant le dernier roman dont je dois vous parler aujourd'hui, j'ai commencé la saga Les Carnets de l'apothicaire, donc de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiyun. Donc dans leur collection Seinen, le tome 1, j'avoue j'ai acheté le coffret donc j'ai les 3 premiers tomes. Je vous en parle quand même vite fait là, même si je pense que je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé dans la saga. Dans cette histoire on suit Mao Mao qui a 17 ans, qui était globalement apothicaire. Elle apprenait à devenir apothicaire quand elle a été kidnappée, ramenée à la cour intérieure, c'est-à-dire la cour intérieure c'est la cour où il y a toutes les femmes du palais, et elle a été ramenée pour être servante. Voilà, donc elle en fait pas trop parce que plus elle gagne d'argent, plus ses kidnappeurs gagnent d'argent, donc elle se bouge pas trop, mais le hasard va faire que elle va se décider à aider un petit peu avec ses facultés d'apothicaire, et elle va se faire remarquer et elle va monter un petit peu les échelons. Et dans ce tome 1, c'est exactement ça qu'on voit et c'est vraiment chouette. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires aussi. Autant Mao Mao, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle n'est pas fondamentalement jolie, elle n'est pas fondamentalement intelligente non plus, mais elle fait avec ce qu'elle a, elle fait avec ce qu'elle a appris, elle fait avec ce qu'elle est, et ça j'ai beaucoup aimé. On a des personnages genre celui-ci là qui sont très très drôles, enfin qui me font rire moi, ils sont pas drôles de base dans l'histoire, mais moi en tout cas ça me fait rire. Et j'attends vraiment de voir ce qu'on va faire de cette histoire. Voilà, je voulais juste vous montrer que j'ai commencé la saga. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais si, commence là, elle est géniale et tout. Je suis d'accord avec vous. C'est vraiment bien, j'ai trop hâte d'avoir la suite, surtout qu'on est déjà au tome 11, je suis un peu en retard, c'est vrai. Et enfin, dernier roman de ce point lecture, il s'agit des Monstres de papier, le tome 1, Les Cités rebelles de Anne Seiline aux éditions Lumen. C'est un roman que j'ai mis en pause une fois commencé, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi jeunesse. Alors oui, la couverture fait penser un petit peu à un Ghibli, elle est magnifique je trouve, mais je m'attendais pas à ce que ça soit si jeunesse. On suit une adolescente qui s'appelle Kurara, qui en fait finalement est très jeune je trouve, ou alors elle a des réflexion très immature et très jeune pour son âge, j'en sais rien. Je sais plus si on dit son âge, peut-être qu'elle a 15-16 ans, mais elle fait beaucoup plus jeune je trouve. Bref, Kurara habite au Midori, qui est un hôtel flottant, un hôtel volant, et elle est avec son meilleur ami Haru. Il y a une attaque d'un dragon, d'un monstre de papier, qui va défoncer l'hôtel, et puis à ce moment-là, elle va tomber sur Himura qui va les sauver tous les deux. Je vous passe un peu la suite, elle va se retrouver à voyager dans le monde et à en apprendre plus parce que, enfin en apprendre plus sur elle-même, parce que Kurara est une pliomage, c'est-à-dire que c'est un mage qui arrive à plier le papier pour en faire justement des monstres de papier, comme celui que vous voyez ici. Elle arrive à plier le papier et avec sa magie elle lui insuffler un petit peu la vie, à faire des mouvements, à faire des choses. Donc elle va apprendre petit à petit dans ce tome que j'ai trouvé très introductif finalement quand je l'ai repris. Elle va apprendre petit à petit à utiliser ses pouvoirs avec Himura qui est lui aussi pliomage, vous savez c'est celui qui les a sauvés au début. Et du coup j'ai trouvé ça très chouette. En fait au début j'étais un peu bloquée parce que j'avais pas du tout envie de lire de la jeunesse, et quand je suis rentrée dedans et que j'ai vu que c'était vraiment beaucoup de la jeunesse, je me suis dit ah, j'ai pas envie de lire ça en ce moment, donc je l'ai mis sur pause pendant 3, 4, 5 jours. Au bout du 5e jour je fais allez, je vais replonger dedans, et c'était tellement bien. Le système de magie était très chouette, le fait de plier du papier c'était très sympathique, c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. En plus ça fait penser un petit peu aux origamis etc, donc il y a un côté assez ludique et assez bien. Et alors Kurara a des réflexions assez enfantines, mais elle évolue au fil du récit, ce qui est pas mal. Maintenant oui, ce tome là est très introductif, j'ai hâte d'avoir la suite en fait. Moi je me suis éclatée à passer je dirais les derniers 40
à 30-40%, je me suis éclatée, c'était génial, il y avait de l'action, il y avait des révélations aussi, c'est incroyable, il y avait des révélations, il y avait de l'action, il y avait des choses, et ça c'était vraiment bien. Ça c'était vraiment bien, on en apprend plus sur le passé de Kurara parce qu'elle elle a aucun souvenir de son passé, donc voilà c'est pour ça que je vous dis elle découvre petit à petit qui elle est et où est-ce qu'elle a vécu avant etc. Parce que au début on sait juste qu'elle connaît l'hôtel et c'est tout quoi. Et ses pouvoirs se développent aussi, elle est amenée à intégrer un espèce de navire d'assassins, enfin de chasseurs de primes en fait, de monstres de papier, et ça c'est trop chouette aussi. Bref, si pour vous le fait que ça soit trop jeunesse n'est pas rédhibitoire, foncez, moi j'ai passé un excellent moment et pourtant je ne lis jamais de jeunesse, le seul que j'ai lu peut-être l'an dernier c'était Mémoire de la forêt tu vois, donc vraiment le jeunesse j'en lis très peu, mais là ça passe crème, c'est vraiment chouette, je vous le conseille vivement, c'est pas un coup de cœur parce que encore une fois il y a des choses qui m'ont un petit peu fatiguée, il y a un peu trop de jeunesse, un peu trop de réflexion immature etc. Mais rien que pour le système de magie et le fait d'avoir des animaux comme ça et aussi les réflexions justement parce qu'en fait les monstres de papier sont quasiment toujours des animaux ou alors globalement tu fais je sais pas moi une pile de papier pour faire un escalier ou des trucs comme ça, mais t'as quand même beaucoup d'animaux en papier qui sont là et il y a une réflexion sur la cause animale aussi qui est super chouette. En fait là on prend le fait que ce soit des shikigami, donc des monstres de papier, des trucs en papier quoi, des trucs vivants en papier, faits en papier, et en fait on prend le fait que ce soit des shikigami qui sont normalement au service de l'humain, tu vois, ils sont faits pour les humains, ils sont faits pour les accompagner, pour les servir, pour leur faire plaisir, et en fait on s'aperçoit que bah non, ils ont des émotions, ils ont une âme, ils ont plein de choses qui leur sont propres, et que du coup bah, ils existent aussi par eux-mêmes, et ça c'est super chouette. D'ailleurs il y a toute une thématique du... ils sont rendus fous par certaines choses, c'est pour ça qu'ils deviennent des monstres de papier. Bref, je n'en dis pas plus, promis, il n'y avait pas de spoil. Franchement, c'est vraiment très générique ce que je viens de vous dire. C'était chouette, vraiment lisez-le, c'était une très bonne lecture pour moi. J'ai hâte d'avoir la suite, alors qu'au tout début j'avais dit oh, je sais même pas si je vais le finir et tout. Franchement poursuivez, après c'est mieux. Je trouve que passer la moitié c'était vraiment bien, j'ai hâte d'avoir la suite. C'est terminé pour ce point lecture de mes lectures de juin. Je sais on n'est pas encore fin juin, mais j'en avais déjà pas mal à vous présenter, que ce soit au niveau graphique ou roman. Je trouvais que ça faisait une bonne petite pile, je me suis dit allez, t'es en vacances, on va filmer. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, si vous venez d'arriver, coucou. Vous pouvez me mettre même un petit smiley en commentaire, vous pouvez me mettre un renard. Un renard. Et seuls ceux qui auront lu ça en fait pourront comprendre. Il y a une petite renarde dans ça qui est vraiment très chou. Et là je trouve qu'elle a des petites oreilles de renard en fait. Je sais pas si c'est un renard ou quoi, mais regardez. Ça fait des petites oreilles, des grandes oreilles comme ça, j'aime beaucoup. Donc mettez-moi un petit renard en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça au moins je verrai qui arrive jusqu'ici et m'écoute vraiment jusqu'au bout. Et puis du coup maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.